Quelque part au centre de la Floride, dans un étang marécageux que personne n'avait jamais jugé important, des ouvriers du bâtiment ont fait une découverte fortuite en 1984. Quelque chose que l'environnement aurait dû détruire depuis des milliers d'années. Pas des fragments, pas de poussière, des restes humains intacts, conservés avec une précision telle que les spécialistes médico-légaux peinaient à expliquer ce qu'ils voyaient. 168 individus, vieux de 1000 ans. Des cerveaux encore présents dans les crânes, enfermés à l'intérieur de ces cerveaux. Une chose que la science de cette décennie était à peine capable d'extraire, du matériel génétique ADN provenant du plus ancien établissement humain confirmé jamais découvert en Amérique du Nord. Lorsque les chercheurs ont finalement séquencé ce matériel, les résultats n'ont pas simplement ajouté une note de bas de page à l'histoire préhistorique de l'Amérique. Ils ont forcé une réécriture complète du récit. Qui étaient ces gens? Depuis combien de temps ils vivaient là? Et quel type de société ils avaient déjà bâti bien avant que quiconque ne pense qu'une telle complexité fût possible? Voilà ce que le marais a révélé. Steve Vanderjagt ne cherchait pas l'histoire. Il conduisait une pelleteuse dans un petit étang marécageux sans intérêt particulier du comté de Brevard, en Floride, pour préparer le terrain d'un projet immobilier. Nous étions en 1984. L'étang était noir, peu profond et, à première vue, tout à fait ordinaire. Soudain, son godet ramassa quelque chose. Il arrêta la machine et descendit pour regarder. C'était rond, brun foncé, et il le prit d'abord pour une pierre. Les pierres sont rares dans cette partie de la Floride, ce qui l'avait incité à la ramasser. Il la retourna, elle le fixait. Un crâne humain. Sa première hypothèse fut la même que celle de n'importe qui. Quelqu'un avait été assassiné et jeté à l'eau. La police fut appelée. Un médecin légiste examina le crâne et remarqua un détail qui compliqua immédiatement la théorie. L'os était entièrement noir, taché par une immersion prolongée dans l'eau. Il ne s'agissait pas d'un décès récent. Ce n'était pas une affaire de police. Le médecin légiste prit la décision qui allait changer complètement le cours des choses. Il fallait un archéologue. Glenn Doran était un jeune professeur adjoint à l'Université d'État de Floride, spécialisé dans les restes squelettiques humains. Il reçut l'appel et se rendit sur place sans grandes attentes. Ce qu'il découvrit à son arrivée ne laissa rien présager de bon. Un petit étang sombre et peu engageant, entouré d'une végétation floridienne banale. Il en fit néanmoins le tour. En quelques minutes, il aperçut des amas de restes humains érodés par les berges. Puis il découvrit 4 autres crânes, et l'examen des dents lui révéla immédiatement quelque chose. L'usure était extrême, de celle que l'on observe uniquement lorsque les dents servent d'outils et non simplement à manger. Les hommes modernes ne présentent pas une telle usure. Les hommes préhistoriques, ceux qui utilisaient leurs dents pour saisir, travailler la matière, accomplir les tâches que font aujourd'hui leurs mains et leurs outils. Si, avant même les résultats des analyses, il sut qu'il était face à des vestiges de la préhistoire la plus reculée. La datation au radiocarbone le confirma. Les ossements dataient de 7 à 8 000 ans, 5 000 ans avant Jésus-Christ, 3 000 ans avant la première pyramide égyptienne, 2 000 ans avant Stonehenge. L'équipe décrivit ces découvertes comme une véritable illumination. Ils s'attendaient à trouver des vestiges anciens. Ils ne s'attendaient pas à cela. Le problème était immédiat et colossal. Les restes étaient immergés. La tourbière contenait des millions de litres d'eau et tout ce qui serait excavé sans contrôle strict serait perdu en quelques heures au contact de l'air libre. Il fallut 2 ans pour trouver une solution. 150 puits furent forés dans la tourbière et des pompes fonctionnèrent jour et nuit, extrayant 2650 litres d'eau par minute. Peu à peu, le fond de la tourbière apparut. Ce que l'équipe découvrit au début des fouilles était totalement inattendu. La poignée de crânes trouvés par hasard n'étaient pas des anomalies. Ils n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Des corps, les uns après les autres, émergèrent de la tourbière. Hommes, femmes, enfants. La plupart étaient en position fœtale, exactement comme les avaient placés ceux qui les avaient enterrés. Cette disposition était délibérée et systématique sur tout le fond de la tourbière.
Au final, 168 individus furent exhumés. Des analyses de datation du site funéraire révélèrent qu'il était utilisé sans interruption depuis 1300 ans. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, ni d'une catastrophe, ni d'une hécatombe. C'était un cimetière. Une communauté préhistorique y avait déposé ses morts, génération après génération, depuis une époque qui dépasse la durée de toute l'histoire européenne écrite. Qui était-il? La première question que se pose tout scientifique face à des restes aussi anciens est simple. Pourquoi sont-ils encore là? L'os est une matière organique. Avec le temps, l'humidité, les bactéries et l'acidité du sol, il se dissout complètement. Dans la plupart des environnements, un squelette vieux de 1000 ans ne laisse aucune trace. La chaleur de Floride aurait dû à elle seule accélérer ce processus au-delà de tout espoir raisonnable de récupération. Pourtant, les restes de Windover, selon l'évaluation des médecins légistes qui les ont examinés, ressemblaient à ceux de personnes décédées récemment. L'explication, lorsqu'elle est apparue, était aussi élégante que fortuite. L'étang était une tourbière à argile. Ce type de tourbière est constitué de végétation décomposée, compactée pendant des siècles en un milieu dense et pauvre en oxygène, créant des conditions hostiles aux champignons et aux bactéries responsables de la décomposition biologique. Les corps avaient été immergés rapidement après leur mort, piégés dans un environnement anaérobie avant même que la décomposition ne puisse commencer. Ce seul facteur aurait considérablement ralenti le processus. Mais Windover possédait un second atout qui la rendait exceptionnelle, même parmi les sites de tourbières. La composition chimique de la tourbe était non acide. La plupart des tourbières sont suffisamment acides pour dissoudre les eaux sur de longues périodes, ce qui explique pourquoi les corps retrouvés ailleurs dans le monde conservent souvent des tissus mous tandis que le squelette se détériore. À Windover, la composition chimique a préservé les deux. Si ces individus avaient été enterrés dans de la terre sèche ordinaire, leurs os auraient disparu en quelques années. La tourbière avait accompli ce qu'aucun effort de conservation délibéré de cette époque n'aurait pu réaliser: les conserver intacts pendant 80 siècles. L'équipe de fouilles savait qu'elle travaillait dans un environnement de conservation optimal. Ce qu'elle ignorait encore, c'était l'étendue de cette conservation. Le premier indice est apparu quelques semaines après le début des fouilles, lorsqu'une série de crânes se sont révélés beaucoup plus lourds que la normale. L'os seul ne peut produire un tel poids. Il y avait quelque chose à l'intérieur. En examinant la cavité crânienne, les chercheurs ont découvert une masse pâle et compacte à l'emplacement du cerveau. L'hypothèse de travail était une intrusion de tourbe. Des matières organiques provenant des sédiments environnants se sont infiltrées au fil des millénaires et se sont solidifiées à l'intérieur du crâne. C'était l'explication plausible. Elle était erronée. Un crâne appartenant à une femme, âgée d'environ 45 ans au moment de son décès, a été transporté à l'Université de Floride pour y être examiné par imagerie. Une IRM a levé toute ambiguïté. La masse à l'intérieur de la cavité crânienne n'était pas pâteuse. Elle possédait une structure biologique bien définie. Lorsque les chercheurs l'ont délicatement extraite, le laboratoire est resté silencieux. Ils observaient un cerveau humain réduit à environ un quart de sa taille normale par la dessiccation et la pression exercées pendant des millénaires dans des sédiments gorgés d'eau. Mais les circonvolutions étaient indéniablement présentes. La forme générale était intacte. Un cerveau humain vieux de 8000 ans, retrouvé dans un état permettant d'examiner son architecture cellulaire au microscope. 91. Des cerveaux préhistoriques ont finalement été retrouvés sur le site de Windover. 91. Ce nombre mérite qu'on s'y attarde. Il ne s'agissait pas de traces, d'empreintes ou de résidus chimiques. Il s'agissait des organes même au sein desquels des pensées vieilles de 8000 ans s'étaient formées. L'importance de cette découverte n'est pas simplement sentimentale. L'Homo sapiens n'a pas subi de modifications neurologiques depuis 150 000 ans. Le cerveau conservé dans un laboratoire en Floride n'était pas un organe primitif. Sa structure était identique à celle du scientifique qui l'examinait.
Les habitants de Windover étaient des humains pleinement modernes, au sens biologique du terme. Leurs expériences, leur compréhension et leur ressenti du monde qui les entourait étaient traités par la même architecture cognitive que la nôtre. La tourbière n'avait pas seulement préservé leur corps, elle avait aussi conservé les traces de leur esprit. Ces cerveaux ont changé la donne. Il ne s'agissait plus seulement de savoir ce qui avait survécu, mais aussi ce qui pouvait encore être déchiffré à l'intérieur de ces vestiges. Pour le généticien Bill Houseworth, la structure cellulaire visible au microscope signifiait une chose. Si l'architecture des cellules s'était maintenue pendant 8 000 ans d'enfouissement sous l'eau, il existait une possibilité, certes infime et sans précédent, que les cellules contiennent encore des informations. L'ADN est contenu dans les cellules, endommagé, fragmenté, chimiquement dégradé, il est presque certainement, mais potentiellement, présent et extractible après une telle durée. La tentative qui suivit était, à ce moment de l'histoire de la science, l'équivalent de tâtonner dans le noir en espérant y trouver quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Le processus d'extraction consistait à mélanger des échantillons de tissu cérébral ancien avec des enzymes conçues pour décomposer la matière cellulaire et libérer tout contenu génétique encore emprisonné. Les échantillons étaient ensuite soumis à des cycles de refroidissement et d'agitation pour isoler ce qui restait. 7000 ans dans un environnement saturé d'eau auraient dû l'avoir complètement détruit. La chaleur, l'humidité, l'activité microbienne et le simple fait du temps chimique sont autant d'éléments qui nuisent à la préservation de l'ADN. Le Sahara avait résisté à la récupération d'ADN ancien pendant des décennies, précisément pour ces raisons. La Floride n'était pas le Sahara, mais ce n'était pas non plus le pergélisol sibérien. Personne ne croyait sérieusement au succès de cette expérience. Les résultats furent positifs. De l'ADN humain et non une contamination par la végétation environnante, ni par des matières environnementales transportées par le PIT. Des séquences génétiques humaines extraites de tissu cérébral qui avaient reposé au fond d'une tourbière floridienne pendant 3000 ans avant la construction des pyramides égyptiennes. Houseworth s'intéressa immédiatement au problème de la contamination, car c'est là que tout le résultat pouvait s'effondrer. La récupération d'ADN ancienne est vulnérable à un mode de défaillance spécifique et persistant. L'ADN humain moderne, provenant des chercheurs manipulant les échantillons, peut s'infiltrer dans les échantillons et produire des faux positifs. Les séquences semblent humaines car elles proviennent d'humains, mais pas de l'individu étudié. Pour écarter cette possibilité, une comparaison s'imposait. Houseworth a comparé les séquences de Windover au profil génétique connu de différentes populations ethniques. Le résultat fut sans équivoque. L'ADN était de type amérindien, une signature génétique avec des marqueurs spécifiques le distinguant nettement des profils européens, africains et asiatiques. Puisqu'aucun Amérindien n'avait participé à la manipulation ou au traitement des échantillons, toute contamination moderne pouvait être exclue avec certitude. Il avait récupéré de l'ADN authentique de l'âge de pierre, provenant du plus ancien matériel génétique humain confirmé extrait sur Terre à cette époque. Les séquences contenaient des informations allant au-delà de la simple confirmation d'identité. Elles révélaient aux chercheurs l'apparence physique de ces personnes, cheveux foncés, yeux foncés, peau foncée, un profil physique correspondant aux populations amérindiennes modernes. Il ne s'agissait pas d'une mystérieuse race disparue sans lien avec les peuples qui lui ont succédé. Le peuple de Windover était bien nos ancêtres. La signature génétique présente dans ces cerveaux vieux de 8000 ans est la même que celle qui se retrouve aujourd'hui chez les populations autochtones des Amériques. Ils n'étaient pas au début d'une histoire qui prendrait une autre tournure. Ils étaient les fondateurs d'une lignée ininterrompue. Une femme, décédée à environ 70 ans, a été sélectionnée pour une reconstruction faciale. L'une des personnes les plus âgées découvertes sur le site. Son crâne a été scanné et converti en un modèle tridimensionnel. Les données sur l'épaisseur des tissus et le profil ADN ont permis de modéliser les traits du visage. Glenn Doran, qui avait passé 20 ans à étudier ces restes sans jamais voir son visage, a vu la reconstruction apparaître sur un écran.
peau foncée, yeux foncés, la structure osseuse classique d'une aînée amérindienne. 8000 ans condensés en une seule image. Elle contemplait un monde qui avait oublié son existence. Ces ossements ne décrivaient pas un peuple au bord de la survie. C'est pourtant l'idée reçue qui accompagne automatiquement l'expression « chasseur-cueilleur de l'âge de pierre ». Une existence marginale, des corps usés par la pénurie, des vies rythmées par l'effort nécessaire pour simplement survivre. Les restes humains de Wendover révélaient une toute autre réalité. Certains de ces hommes mesuraient près de 80 mètres. La densité osseuse de l'ensemble de la population témoignait d'une excellente santé physique. Il ne s'agissait pas de personnes menant une existence misérable dans un environnement hostile. Cette région de Floride, il y a 8000 ans, était extraordinairement riche en ressources, rivières abondantes, gibier en abondance et littoral assurant un approvisionnement en protéines tout au long de l'année. La terre les nourrissait abondamment et les os en témoignent. Une technique appelée analyse radioisotopique a permis d'approfondir ces connaissances. Noreen Kouros de la Smithsonian Institution a mesuré les isotopes stables de l'hydrogène conservés dans les os. Une véritable empreinte chimique qui reflète l'eau consommée par une personne au cours de sa vie. La composition chimique de l'eau varie selon les régions. À force de boire à la même source pendant une période prolongée, cette signature s'imprime définitivement dans le squelette. L'équipe de Wendover avait également mis au jour des ossements d'animaux locaux morts dans la tourbière à la même époque. La comparaison des isotopes de l'hydrogène des humains avec ceux des animaux n'a révélé aucune correspondance. Les animaux reflétaient la source d'eau locale, contrairement aux humains. Ces gens ne vivaient pas près de la tourbière. Ils parcouraient la péninsule de Floride, se déplaçant au gré des saisons et s'abreuvant à différentes sources d'eau sur un vaste territoire. Wendover n'était pas leur foyer, mais leur cimetière, et ils y retournaient délibérément, parfois sur de longues distances, pour enterrer leurs morts à cet endroit précis et nulle part ailleurs. Le mobilier funéraire confirmait l'importance de ce voyage. Bijoux, ornements, armes soigneusement disposées près des corps, non pas éparpillés, non pas par hasard, mais intentionnellement. L'interprétation est simple, ces gens avaient une conception de l'au-delà. Ils préparaient leurs défunts à cette épreuve. L'étang lui-même revêtait peut-être une signification particulière, une frontière entre le monde des vivants et ce qu'ils concevaient comme se trouvant au-delà, un passage qui conférait à ce point d'eau une importance telle qu'il justifiait de traverser un tel paysage pour l'atteindre. Puis vinrent les textiles. Des squelettes furent découverts enveloppés dans des tissus. Cette découverte interrompit les fouilles. On pensait généralement que la production de textiles à une époque aussi reculée était impossible. Les hommes de l'âge de pierre portaient des peaux d'animaux. Le tissage est une invention plus tardive, fruit de sociétés agricoles sédentaires et non de chasseurs-cueilleurs nomades parcourant une péninsule subtropicale. Le plus grand spécialiste américain des textiles anciens a examiné le matériau de visu. Il s'agissait d'un textile à tissage tressé, le plus ancien jamais découvert sur le continent américain. Les traces d'usure sur le tissu ajoutaient une dimension supplémentaire. Les sépultures d'adultes contenaient des vêtements portés avant le décès, des vêtements utilisés de leur vivant et emportés dans la tombe. Les sépultures d'enfants, quant à elles, contenaient des tissus presque entièrement dépourvus de toute trace de confection spécifique pour la cérémonie funéraire. Cette distinction était délibérée. Quelqu'un avait tissé un tissu neuf pour la mort d'un enfant. Il ne s'agit pas d'un comportement primitif, mais d'une expression du deuil à travers un artisanat de grande qualité. La preuve la plus flagrante de cette complexité sociale provenait d'un seul squelette, celui d'un adolescent atteint de spina bifida. Cette malformation de la colonne vertébrale avait paralysé ses jambes. Il ne pouvait ni chasser ni contribuer à l'approvisionnement alimentaire. À chaque déplacement du campement, une pratique courante chez les groupes nomades en migration saisonnière, il fallait le porter. Le fardeau physique que représentait ce transport sur un terrain difficile était bien réel et indéniable. La tribu le transporta malgré tout. Il vécut jusqu'à l'adolescence, puis soigné tout au long de sa vie,
et à sa mort, il reçut les mêmes funérailles cérémonielles et respectueuses que tous les autres membres de la communauté. La tourbière ne témoigne pas ici de sauvagerie. Elle témoigne de quelque chose de considérablement plus exigeant. L'ADN révéla une autre vérité qui bouleversa tout ce qui avait été découvert auparavant. Houseworth n'avait pas simplement analysé un seul individu ou quelques spécimens. Il avait travaillé systématiquement sur le matériel génétique extrait de cerveaux couvrant l'ensemble des 1300 ans d'existence du site funéraire. Ce qu'il constata en comparant les séquences ne correspondait pas à la diversité génétique attendue d'une communauté ouverte regroupant des membres de toute une région. Les séquences étaient presque identiques. Génération après génération, siècle après siècle, les mêmes signatures génétiques apparaissaient au même endroit. Il ne s'agissait pas d'étrangers partageant par hasard une même nécropole. Ils formaient une famille, un clan étendu et uni, ramenant leurs morts à la même eau depuis plus d'un millénaire, perpétuant une tradition si profondément ancrée dans leur identité qu'elle a perduré plus longtemps que la plupart des civilisations. La tribu ne s'était jamais mélangée à des populations extérieures. Les archives génétiques ne révélaient aucune influence extérieure sur la population durant toute cette période. À une époque où les contacts humains entre groupes étaient extrêmement rares, le peuple de Wendover était resté une dynastie fermée. La tourbière n'était pas un simple cimetière. C'était le centre physique d'une lignée, le lieu où le lien entre les vivants et les morts était maintenu, renouvelé à chaque inhumation, préservé intact à travers les générations qui n'ont jamais rompu la tradition. Une telle continuité ne se produit pas par hasard. Elle est choisie délibérément à maintes reprises par des personnes qui comprenaient parfaitement ce qu'elle préservait. Puis la tombe 102, celle d'un homme, entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, en pleine force de l'âge. À côté de sa dépouille, une pointe de lance taillée dans un bois de cerf. On a d'abord supposé qu'il s'agissait d'une offrande funéraire, une arme déposée auprès d'un chasseur pour l'utiliser dans la suite des événements. Puis les fouilles ont repris. La pointe n'était pas à côté du corps. Elle était à l'intérieur, profondément enfoncée dans le bassin, la pointe bloquée dans l'os par une force qui l'y avait maintenue pendant 8000 ans. Le médecin légiste Mike Warren a appliqué la même méthode d'analyse que celle utilisée sur les scènes de crime modernes. La trajectoire de la blessure, oblique vers le haut, excluait d'emblée un jet de lance à longue distance. Une lance lancée à distance suit une trajectoire arquée et pénètre dans le corps obliquement vers le bas. Cette blessure était de direction opposée. L'homme était déjà au sol lorsque l'arme l'a transpercé. La blessure ne présentait aucun signe de cicatrisation. Elle s'est produite au moment du décès ou peu après. Mais ce n'était pas la blessure mortelle. Aucune structure vitale n'a été touchée. Quelque chose d'autre l'avait tué auparavant, très probablement un coup de lance entre les côtes qui a traversé les tissus mous et n'a laissé aucune trace sur le squelette. Il est tombé sous le premier coup. Le second a été porté après. Puis est apparu le détail qui change complètement la nature des faits. Son crâne avait disparu, non déplacé, non emporté par les sédiments. Tous les squelettes alentour, dans la tourbière, étaient intacts. Le sien, non. Les 3 premières vertèbres cervicales manquaient également. Ces os qui relient directement le crâne à la colonne vertébrale. Warren avait déjà observé ce schéma précis dans des cas modernes. Il avait été décapité. La méthode, d'après les fractures des vertèbres restantes, était brutale. Elle impliquait un outil de pierre tranchant, des incisions répétées, puis une force appliquée pour séparer complètement la tête. Un chasseur expérimenté avait appliqué ses talons de boucher à un être humain. La conclusion de Warren était sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'une guerre. La Floride, à cette époque, était peu peuplée. La violence était personnelle. Une rancune, un conflit territorial, un acte de colère meurtrière poussé à son paroxysme. La tête avait été emportée, un trophée, un symbole. Au sein d'une communauté qui avait transporté ses paralysés à travers les paysages et tissé des linceuls pour ses nourrissons, un homme avait été traqué, tué et délibérément mutilé. Les deux étaient vrais simultanément. Ils le sont toujours.
Revenons à ce que le Bugs a réellement révélé. 168 individus préservés pendant 8000 ans dans un environnement qui aurait dû rendre leur conservation impossible. 91 cerveaux intacts. L'ADN humain le plus ancien jamais récupéré au moment de son extraction. Le plus ancien textile jamais découvert sur le continent américain. Un enregistrement génétique couvrant 1300 ans d'inhumation familiale continue. Une affaire d'homicide résolue sans la moindre preuve moderne. Chacune de ces découvertes aurait été significative prises individuellement. Ensemble, elles forment un tout qui dépasse le cadre de chaque découverte individuelle. Elles dressent un portrait. Le peuple de Windover n'était pas une simple note de bas de page. Il n'était pas un antécédent primitif d'une civilisation plus développée apparue ultérieurement. Il s'agissait d'une société pleinement réalisée, fonctionnant à un niveau de sophistication sociale et technologique que les modèles existants de l'Amérique préhistorique n'avaient pas anticipé et n'étaient pas préparés à intégrer. Leur organisation était complexe. Ils ont entretenu un site sacré pendant plus d'un millénaire. Ils ont pris soin de leurs membres handicapés au fil des saisons de migration. Leur système de croyance était suffisamment élaboré pour nécessiter la préparation des sépultures, des voyages et des cérémonies. Leur conflit était suffisamment personnel pour se terminer par une décapitation. Tous ces faits convergent vers la même conclusion. Il s'agissait d'êtres humains modernes menant une vie moderne, 8000 ans avant que quiconque ne songe à en chercher des traces dans une tourbière de Floride. L'ADN a confirmé ce que les ossements laissaient supposer et a permis d'aller plus loin. La continuité génétique sur 1300 ans d'enfouissement a révélé aux chercheurs qu'il ne s'agissait pas d'une population transitoire de passage. C'était un peuple profondément enraciné, non pas géographiquement, car les analyses isotopiques ont démontré leur nomadisme, mais spirituellement et généalogiquement. La tourbière était le point d'ancrage autour duquel s'est construite toute leur identité. Ils ont parcouru la péninsule. Ils y sont toujours revenus. L'ADN est la preuve de ce retour, des séquences si constantes à travers les siècles que la fidélité de la tradition est mesurable dans les archives génétiques elles-mêmes. La science n'a pas encore résolu la question fondamentale. L'étude de l'ADN ouvre de nouvelles perspectives. Les séquences retrouvées représentent une population présente sur le continent américain depuis suffisamment longtemps pour développer un profil génétique totalement distinct de celui des populations asiatiques dont elles descendent. La traversée de la Sibérie à l'Alaska, l'isolement sur le pont terrestre de Bingui, l'expansion vers le sud suite à la fonte des glaces, puis la longue colonisation de régions géographiques isolées à travers le continent. Tout cela s'est produit avant Windover. Ces populations étaient déjà des Amérindiens de longue date lorsqu'elles ont commencé à enterrer leurs morts dans cet étang. Jusqu'où remonte cette lignée et quelles autres communautés existaient sur le continent à la même époque restent des questions ouvertes. Les bases de données continuent de s'enrichir. Les techniques d'extraction d'ADN ancien ne cessent de s'améliorer. L'étude de l'ADN ancien dans des environnements chauds et humides, longtemps considérée comme impossible pour les mêmes raisons qui ont rendu Windover si inattendu, est aujourd'hui un domaine de recherche qui existe précisément parce qu'une tourbière de Floride a remis en question ces hypothèses. Il existe très certainement d'autres sites similaires. Leur état de conservation et leurs découvertes diffèrent, mais ils recèlent le même potentiel de remettre en cause les connaissances acquises sur les lieux de peuplement. La tourbière de Windover a été découverte par hasard par un ouvrier du bâtiment qui, descendu de son engin, a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les recherches scientifiques qui ont suivi ont duré des décennies et ne sont toujours pas terminées. Glenn Doran, qui a passé toute sa carrière sur ce site, a déclaré qu'il ne reverrait probablement jamais rien de semblable. Il a sans doute raison, mais les questions soulevées par Windover, qui étaient les premiers Américains, depuis combien de temps ils étaient là, et ce qu'ils avaient déjà construit avant que l'histoire ne commence à s'écrire, trouvent désormais une réponse. Les Boji ont fourni un point de départ. L'ADN a permis de le déchiffrer. La suite s'écrit encore. Les deux femmes enterrées à Takraori ignoraient qu'elles représentaient le dernier chapitre d'une histoire vieille de 50 000 ans.
L'homme de la tombe 102 ignorait que sa mort serait reconstituée par des médecins légistes 8000 ans plus tard. L'adolescent aux jambes paralysées ignorait que ceux qui l'avaient transporté à travers les paysages de Floride seraient un jour cités comme preuve de compassion préhistorique. C'étaient des êtres humains, des personnes uniques, irremplaçables, vivant au sein d'une société qui tissait des liens, honorait ses morts et revenait sans cesse à la même source d'eau, génération après génération, plus longtemps que la plupart des nations n'ont existé. La tourbière les a préservés. L'ADN a permis de les identifier. Ce qu'ils ont révélé n'était pas un monde primitif, ayant maladroitement précédé le nôtre. C'était le même monde, régi par les mêmes esprits, unis par les mêmes pulsions qui nous définissent encore aujourd'hui. Il nous a simplement fallu 8000 ans dans le bon contexte pour le percevoir.